Heinrich Müller est né le 28 avril 1900 à Munich, au cœur de la Bavière, dans une famille catholique liée à l'ordre public. Son père travaillait comme fonctionnaire de police rurale. Il a grandi dans une Allemagne qui se présentait encore comme un empire, mais qui connaissait déjà des tensions sociales et politiques qui, avec la guerre, allaient tout briser. Dans ce monde, l'ascension ne se construisait pas avec des discours, mais avec des métiers, de la discipline et de l'obéissance. Avant l'éclatement de la Première Guerre mondiale, Müller a terminé un apprentissage en tant que mécanicien aéronautique. Ce détail, apparemment mineur, a défini la manière dont il a envisagé le travail dès le départ. Machines, procédures, listes, vérifications, pièces devant s'emboîter sans place pour l'improvisation. Lorsque le conflit s'est prolongé et que l'Allemagne est entrée dans sa phase finale, il avait déjà une formation technique qui l'a placé près de l'aviation militaire. En 1917, il a intégré l'armée bavaroise et a servi dans les Luftstreitkräfte comme pilote dans une unité d'observation pour l'artillerie, un rôle dangereux par définition. Voler pour observer le front, corriger le tir et revenir avec des informations utiles lorsque les mitrailleuses et l'artillerie transformèrent le ciel en couloir mortel. Pendant cette période, il a reçu des décorations pour bravoure, une reconnaissance qui ne l'a pas rendu célèbre, mais qui lui a donné un premier label. Dans les documents de l'État, Müller figurait déjà comme quelqu'un de fiable sous pression. Lorsque l'Allemagne a capitulé en novembre 1918, le pays a sombré dans une transition violente. La défaite n'a pas apporté seulement la faim et l'humiliation, elle a créé un vide de pouvoir. La Bavière est devenue l'un des épicentres de ce chaos. Munich a connu des soulèvements, des affrontements armés dans les rues et une brève expérience révolutionnaire, la République soviétique de Bavière. Dans ce contexte, Müller est retourné dans une ville où l'État se défendait comme il pouvait et où la politique se réglait par les armes. En 1919, il a intégré la police bavaroise comme auxiliaire et s'est retrouvé impliqué dans la répression des soulèvements communistes des premières années de l'après-guerre. Certaines biographies indiquent qu'il a été témoin d'épisodes de violence extrême, comme l'exécution d'otages pendant la période révolutionnaire, et que cette expérience a consolidé une haine durable du communisme. Cette fixation n'est pas née en théorie, elle est née d'une ville devenue champ de bataille et d'un État qui ne survivait que s'il identifiait rapidement ses ennemis et les neutralisait avant qu'ils ne s'organisent. À partir des années 20, Müller a progressé au sein de la police politique. Son travail quotidien consistait à surveiller des groupes, infiltrer des réseaux, interroger des suspects et transformer les conversations en rapports. C'est là qu'a commencé à se forger son trait le plus caractéristique, une manière d'écrire et d'archiver qui éliminait tout aspect personnel. Ces rapports se concentraient sur les faits, les horaires, les noms, les connexions, les adresses, un langage de bureau qui transformait la politique en dossier. Il n'avait pas besoin de ferveur idéologique pour poursuivre quelqu'un. Il lui suffisait que la personne soit catégorisée comme menace par ses supérieurs. Dans la Bavière de Weimar, cette branche de la police fonctionnait comme une caméra de surveillance permanente, surtout contre les organisations de gauche. Müller s'est spécialisé dans le suivi méthodique, fiches, recoupement de documents, contrôle de l'information et une capacité particulière à maintenir de longues chaînes de données sans perdre de détails. Cette obsession administrative était une arme. Alors que d'autres policiers se dispersaient dans les rumeurs, il réduisait le désordre à des systèmes et les systèmes à des résultats. Durant ces mêmes années, la police de Munich a suivi de près la croissance du parti nazi et le climat de violence politique. La tentative de coup d'État de novembre 1923, le putsch de la brasserie, a secoué la ville et mis les forces de l'État en état d'urgence. Müller n'est pas apparu comme un protagoniste public de cet événement, mais son département a vécu la conséquence directe. Arrestations, interrogatoires, rapports et collecte de données sur les acteurs ayant tenté de prendre le pouvoir. À cette étape, son profil est resté le même, professionnel, obsédé par le contrôle, éloigné de la propagande. La décision décisive est survenue en 1933. En mars, lors du coup nazi qui a renversé le gouvernement bavarois, Müller a conseillé à ses supérieurs d'utiliser la force contre les nazis. Cette donnée fut presque ironique. Cette posture, loin de le détruire, a fini par l'aider. Elle l'a marqué comme opposant au mouvement, ce qui l'a rendu dépendant d'un protecteur au sein du nouvel ordre. Ce protecteur fut Reinhard Heydrich,
qui a apprécié son efficacité en tant que policier et compris que, dans un État devenant dictature, un bureaucrate compétent pouvait être plus utile qu'un fanatique incompétent. Avec le pouvoir nazi déjà installé, la police politique s'est transformée. La Gestapo s'est consolidée comme instrument central de persécution et le système de sécurité du Reich a commencé à absorber les cadres régionaux. Pour un régime cherchant à écraser communistes, sociodémocrates et ennemis intérieurs, Müller était une pièce fonctionnelle. Il connaissait les réseaux, les méthodes d'interrogatoire et surtout savait gérer des archives massives. Le musée de l'Holocauste des États-Unis a décrit la Gestapo comme la force de police politique qui, pendant l'ère nazie, s'est développée et est restée systématiquement brutale dans l'exécution des priorités du régime. Müller est entré dans ce monde non comme agitateur, mais comme technicien du contrôle. En 1933, il a reçu des promotions dans la police pour sa connaissance de l'activité communiste et son rendement, et s'est rapproché progressivement du noyau que Heydrich constituait. Heydrich l'a intégré à un groupe de recrues bavaroises qui ont rejoint l'appareil de sécurité et en 1934, Müller est entré dans les SS, ce qui l'a lié plus directement au pouvoir policier du nouvel État. À partir de là, sa carrière a cessé de dépendre de la Bavière et s'est connectée à Berlin, où le centre du régime transformait l'information en arme politique. Il y a un détail important qui reflétait déjà le type d'homme qu'il était. Certains profils ultérieurs ne coïncidaient pas sur le calendrier exact de sa militance formelle et distinguaient entre affiliation, grade et appartenance à des structures de sécurité comme le SD. En d'autres termes, le Müller qui a progressé n'était pas le nazi par conviction initiale, mais le policier qui s'est adapté et a été absorbé parce qu'il fonctionnait. Un résumé biographique de Yad Vashem l'a situé dès 1919 à la direction de la police de Munich et l'a décrit comme un collaborateur proche lorsque Heydrich a pris des positions clés en 1933, soulignant sa valeur pour la direction par rendement et non par charisme. À la moitié des années 30, Müller était déjà devenu indispensable. Heydrich l'a promu à des postes où ce qui importait était le contrôle administratif. Coordination interne, direction des opérations, discipline de bureau, supervision des enquêtes. En 1936, avec Heydrich à la tête de la Gestapo, Müller a agi comme chef des opérations, un poste qui impliquait de transformer les directives politiques en procédures policières. Son talent ne résidait pas dans l'invention d'idées, mais dans l'exécution des systèmes, prendre des ordres, les réduire à des formulaires et faire fonctionner la machine sans relâche. À la fin de la décennie, son nom circulait à Berlin comme celui de l'un des administrateurs les plus capables de la police politique allemande, un homme qui était passé de l'atelier et de la cabine d'un avion d'observation au couloir du pouvoir policier et qui, en 1938, portait déjà une réputation dangereuse, efficacité froide, ambition contenue et contrôle absolu de l'information. Chef de la Gestapo. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata en septembre 1939, Heinrich Müller n'était plus un policier de bureau. Il devint un opérateur central de la terreur d'État. Ce même mois, avec la consolidation de la Gestapo et d'autres organismes policiers au sein du nouveau bureau central de la sécurité du Reich, le RSHA, Müller fut nommé chef de l'Amt IV, la section qui dirigeait la Gestapo. En pratique, ce poste le plaçait exactement au point où le régime transformait l'information en arrestation, les arrestations et interrogatoires, et les interrogatoires en disparition. Le RSHA avait unifié des fonctions qui auparavant se chevauchaient, police secrète, police criminelle et renseignement SS. Depuis Berlin, cette structure coordonnait la surveillance interne, la répression politique, les réseaux d'informateurs, la répression dans les territoires occupés et une bureaucratie de dossiers qui croissait comme un organisme vivant. Dans cet organigramme, la Gestapo ou Amt IV devint le bras exécutif, celui qui frappait aux portes à l'aube, celui qui classait les ennemis, celui qui définissait qui devait être neutralisé et avec quelle urgence. Müller dirigea cette machinerie comme un technicien du contrôle. Son pouvoir ne dépendait ni de discours ni de popularité, mais de quelque chose de plus froid, maîtriser le flux de données. Au RSHA, celui qui contrôlait les dossiers contrôlait les destinées. Des milliers de fonctionnaires et d'agents dans des bureaux régionaux envoyaient des rapports,
Müller les recevait, les croisait, les synthétisait et les renvoyait transformés en ordre. Son bureau se remplit de noms, de connexions, d'adresses et de catégories. Et avec les catégories, on construisit un système de répression qui fonctionnait par procédure, non par exception. La guerre étendit le rayon d'action de la Gestapo. Lorsque le Reich occupa des territoires, la persécution cessa d'être allemande pour devenir continentale. Le bureau de Müller supervisa les enquêtes contre les réseaux de résistance, l'opposition intérieure, les mouvements clandestins et tout individu que le sommet nazi considérait comme une menace. Selon les synthèses historiques les plus acceptées, en tant que chef de l'Amt IV, Müller joua un rôle principal dans la détection et l'écrasement des résistances au régime. Et sous sa direction, la Gestapo infiltra et détruisit des groupes opposants, des réseaux sociaux-démocrates et communistes à d'autres formes de dissidence. Ce travail exigea une coordination constante avec d'autres agences. La Gestapo recevait des informations du SD, de l'Abwehr militaire, de policiers collaborateurs et d'unités allemandes déployées dans les pays occupés. Müller ne sortait pas sur le terrain. Il faisait en sorte que le terrain lui parle par câble, par rapport ou par téléphone. Dans chaque communication, la méthode était la même. Valider les sources, croiser les données, délimiter les suspects, ordonner des actions. Son bureau devint le tableau sur lequel se montaient les enquêtes d'espionnage, de trahison et de sabotage, surtout lorsque la guerre commença à produire des défaites et que le régime vit des ennemis partout. La tension interne au sein de l'appareil de sécurité définissait également sa gestion. Müller respectait Heydrich, parce qu'Heydrich comprenait la même chose que lui. Le vrai pouvoir résidait dans la conception des systèmes, pas seulement dans la violence ouverte. Mais sa relation avec Himmler fut plus âpre. Himmler valorisait la loyauté idéologique et le style SS. Müller incarnait autre chose. Discipline bureaucratique, obsession administrative et une froideur qui n'avait pas besoin d'enthousiasme doctrinaire pour fonctionner. Ce contraste généra des méfiances, mais aussi une dépendance. On pouvait se méfier de Müller, mais on ne pouvait pas remplacer ce qu'il faisait sans briser l'engrenage. En juin 1942, lorsque Heydrich mourut après l'attentat de Prague, le RSHA perdit son architecte et la machine entra en transition. Müller ne tomba pas avec lui. Il resta à son poste et continua d'opérer sous la direction intérimaire de Himmler d'abord, puis à partir de janvier 1943 sous Ernst Kaltenbrunner. Dans ce nouvel équilibre, Müller conserva le commandement pratique de la Gestapo, tandis que le chef du RSHA prenait en charge la politique générale et les relations avec Himmler et Hitler. La question qui obséda historiens et procureurs par la suite fut toujours la même. Combien d'autonomie Müller conserva-t-il ? Il n'existe pas de réponse unique, mais sa permanence à l'Amt IV démontra que, même avec de nouveaux chefs au-dessus, il restait indispensable au fonctionnement de la terreur quotidienne. L'épisode qui montra le plus cette centralité survint le 20 juillet 1944. Ce jour-là, un groupe d'officiers tenta de tuer Hitler dans le nid du loup. L'attentat échoua et le régime répondit par une chasse immédiate. Müller joua un rôle clé dans l'enquête. Son bureau coordonna arrestations, interrogatoires et identification des réseaux de conspirateurs, transformant une crise politique en opération policière massive. La Gestapo transforma les listes en arrestations et les arrestations en aveux. L'objectif n'était pas seulement de punir les coupables, mais de démanteler tout environnement potentiellement déloyal au sein de l'armée et de l'État. En quelques semaines, l'affaire se répandit comme une traînée de poudre et emporta des milliers de personnes. À partir de ce moment, Müller devint l'un des hommes les mieux informés du Reich. Pas nécessairement le plus puissant en termes formels, mais celui qui savait trop, qui doutait, qui conspirait, qui tentait de négocier, qui parlait de défaite, qui imaginait une fin sans Hitler. Dans un système où la peur régnait, le savoir était une arme. Et il le géra comme il gérait tout. Sans émotion visible, méthodiquement, avec des dossiers. Au début de 1945, Berlin se prépara à l'assaut final soviétique. La ville s'enfonça dans les décombres, et pourtant la Gestapo continua de travailler. Müller continua de diriger son département depuis la capitale, tandis que l'État s'effondrait autour. Des rapports déclassifiés et des archives de renseignements ultérieurs indiquèrent que son destin final resta incertain.
mais signalèrent que certaines preuves suggéraient qu'il aurait pu rester à Berlin jusqu'à la fin, tandis que des portions de son Amt IV se repliaient vers le sud, près de Hof, Salzbourg et Innsbruck. Le mystère de sa fin se nourrit d'une dernière image, celle du chef de la Gestapo associé au cœur du pouvoir agonisant. Un rapport de Reuters mentionna l'affirmation selon laquelle Müller aurait été vu pour la dernière fois dans le bunker d'Hitler, à Berlin, peu après le suicide du dictateur en 1945. Et à partir de ce point, l'histoire devint floue. Documents, rumeurs, listes de recherche, versions de fuite, versions de mort, versions d'enterrement non confirmées. La seule certitude fut que l'homme qui avait contrôlé les dossiers de la terreur finit par entrer dans le même labyrinthe de couloirs souterrains où le Reich s'éteignit, et après cela, plus personne ne le revit avec certitude. Les derniers jours dans le Führerbunker. En avril 1945, Berlin était devenue une ville qui ne défendait plus un front, mais une ruine. L'armée rouge avait bouclé l'encerclement, les ministères avaient évacué ce qu'ils pouvaient, et les bâtiments officiels étaient réduits à des couloirs remplis de poussière, de fumée et de téléphones qui sonnaient sans garantie de réponse. Dans cet effondrement, Heinrich Müller resta dans la capitale. En tant que chef de la Gestapo, il estimait que sa place était auprès du centre de commandement, même si ce centre n'était plus une capitale gouvernante, mais un bunker gérant la chute. La littérature historique le situe parmi les derniers fidèles à rester dans le complexe souterrain, tandis que les troupes soviétiques avançaient vers le cœur de la ville. À la mi-avril, Müller se rendit dans le complexe du Führerbunker sous la chancellerie du Reich. Il n'y arriva pas en tant qu'invité, il arrivait en tant que partie du mécanisme final de sécurité. À la surface, le monde s'effondrait. Sous terre, le régime tentait de maintenir une routine d'État avec cartes, rapports de guerre et rondes de surveillance. Son bureau n'était pas un cabinet solennel, mais un ensemble de pièces administratives annexées au couloir principal. Des espaces étroits où circulaient dossiers, rapports et listes comme si le contrôle dépendait encore de la minutie. Dans ce cadre, sa fonction se concentra sur ce qu'il avait fait toute sa vie. Sécurité interne, lecture des informations, évaluation des loyautés et protection de ce qui ne devait pas tomber entre les mains ennemies. Un des derniers épisodes où sa présence est clairement documentée fut lié à une trahison qui secoua le bunker. La nouvelle que Himmler avait tenté d'ouvrir des négociations de paix avec les alliés occidentaux à l'insu de Hitler. À ce moment-là, les soupçons se déplacèrent vers Hermann Feglein, l'attaché SS de Himmler à la cour de Hitler. Le récit historique le plus cité affirme que Müller interrogea Feglein dans le sous-sol de l'église de la Trinité, près du bunker, lorsque l'affaire était déjà devenue une crise politique. La scène avait une logique brutale. Lorsque le Reich s'effondrait, le plus grand danger pour Hitler n'était plus seulement l'ennemi extérieur, mais la décomposition interne. Feglein n'était pas un prisonnier ordinaire. Il avait vécu dans l'entourage personnel du Führer et par liens familiaux était lié au cercle d'Eva Braun. Pendant ces heures, il fut accusé de désertion et de trahison et soumis à des interrogatoires et à un procès improvisé. Joachim Fest décrivit qu'un conseil de guerre fut interrompu par l'ivresse de l'accusé et que, le lendemain, Müller l'interrogea avec dureté dans le sous-sol de l'église alors que des nouvelles sur la trahison de Himmler arrivaient. La séquence se termina de manière cohérente avec l'atmosphère de vengeance du bunker. Feglein fut exécuté et Hitler révoqua Himmler de ses fonctions. L'épisode montra quelque chose d'essentiel. Même au bord de la fin, Müller continuait d'opérer comme le gardien de la pureté du cercle, l'homme appelé à transformer le soupçon en procédure et la procédure en châtiment. À partir de ce moment, son travail quotidien ressemblait à une routine malade de normalité. Chaque matin, il passait en revue les communications interceptées, les rapports des troupes, les informations sur la défense de Berlin et les rumeurs de fractures internes. Sa valeur ne se mesurait pas à son rang visible, mais à ce qu'il savait, nom de réseaux clandestins, adresses, canaux d'information et historique d'obéissance de chaque secteur de l'appareil. Dans un régime construit sur le secret, Müller comprit que le secret était le pouvoir et aussi la sentence. Ce qu'il savait pouvait le sauver ou le condamner si le système tombait. Cette conscience le rendit plus prudent, plus hermétique et, selon certains témoins, plus froid. Les survivants du bunker se souvenaient de cette froideur comme d'un trait presque mécanique. Ils ne le décrivaient pas comme un homme exalté, mais comme quelqu'un qui gardait son calme, tandis que tout le reste se désordonnait.
Rochus Mich, téléphoniste du Führerbunker, écrivit que voir le Gestapo Müller dans le couloir lui provoquait une panique, non pas à cause des soviétiques ni du destin de Hitler, mais à cause de l'idée que la Gestapo pouvait éliminer ceux qui restaient pour effacer les traces et fermer des bouches. Cette impression reflétait bien la réputation de l'homme. Là où apparaissait Müller, apparaissait le sentiment que personne n'était en sécurité, même à l'intérieur du refuge lui-même. Traudel Jung laissa également un témoignage qui le rendit encore plus inquiétant. La tradition historiographique, qui rassembla témoignages et sources, situe Jung voyant Müller le 22 avril et ajoutant que, en pratique, il assumait certaines fonctions qui avaient été propres à Kaltenbrunner en tant que chef du RSHA, du moins dans le microcosme du bunker. Cette affirmation ne signifiait pas une nomination formelle, mais une réalité d'urgence. Avec le Reich fragmenté, l'homme qui contrôlait la Gestapo occupait un espace opérationnel dans les tâches de coordination de la sécurité, de l'information et des mesures internes. Müller se déplaçait dans ce labyrinthe souterrain en contact avec des figures qui essayaient encore de maintenir un ordre minimum. Il parla avec le commandant militaire du bunker, Wilhelm Mohnke, car les limites entre sécurité politique et défense étaient effacées. Il parla avec Martin Bormann, car Bormann avait besoin d'évaluations sur les désertions, les fuites et les dangers au sein du personnel. Et, selon des témoignages ultérieurs, il transmit à Joseph Goebbels des inquiétudes concernant d'éventuels réseaux opposants pouvant exploiter le chaos. L'obsession n'était pas seulement de résister à l'ennemi, c'était d'empêcher que la faim ne se transforme en mutinerie ou en reddition anticipée. Le 30 avril, Hitler se suicida. Ce jour-là, Jung et Mich se souvenaient d'avoir vu Müller dans le bunker. À ce moment, le complexe fonctionnait déjà comme une station d'attente sans destination. Certains prévoyaient de fuir, d'autres préparaient des poisons, d'autres rédigeaient des ordres inutiles. La distance entre le monde extérieur et la vie souterraine devint absolue. Ceux qui traversèrent les couloirs décrivirent une ambiance de voix basse, de pas pressés et de visages qui ne se soutenaient plus par des discours mais par des habitudes. Après la mort d'Hitler, l'effondrement s'accéléra. Le 1er mai, le bunker connut des tentatives de sortie, des discussions sur la reddition et des décisions désespérées pour traverser les lignes soviétiques. La dernière référence fiable sur Müller le situe encore dans le complexe ce jour-là. À partir de là, les récits se dispersèrent dans plusieurs directions. Certains dirent qu'il sortit vers les jardins de la chancellerie. D'autres suggérèrent qu'il se déplaça vers des abris adjacents. Quelques-uns affirmèrent qu'il inspecta des corps près d'une sortie. Aucune version ne fut confirmée par un document le plaçant hors du bunker après ce point, et cette absence définissait le mystère. Dans un lieu où beaucoup moururent, se rendirent ou s'échappèrent sous des noms connus, Müller disparut simplement. Le chef de la Gestapo, l'homme qui avait dirigé les archives vivantes de la terreur du Reich, se perdit dans les derniers couloirs de l'effondrement de Berlin, et depuis l'après-midi du 1er mai 1945, sa trace cessa d'exister de manière vérifiable. La chasse mondiale et les théories sur son destin. Lorsque la guerre s'est terminée en mai 1945, les services de renseignement alliés donnaient pour acquis que Heinrich Müller apparaîtrait dans toute liste sérieuse de capturés. Il ne s'agissait pas d'un simple bureaucrate. En tant que chef de la Gestapo, il accumula des secrets sur le contre-espionnage, la répression interne, les réseaux en Europe occupée et des dossiers capables de compromettre des centaines de fonctionnaires. Cependant, lorsque les Alliés comptèrent les prisonniers à Berlin, Müller n'était pas là. Et lorsque les Soviétiques présentèrent leur propre liste, son nom n'apparut pas clairement non plus. La disparition du chef de la Gestapo devint un problème immédiat, car il n'était pas seulement un fugitif, il représentait un risque opérationnel. Dans les semaines suivantes, la recherche se scinda en 2 voies parallèles. Le renseignement américain, avec le Counter-Intelligence Corps, ou CIC, comme protagoniste, entreprit des recherches dans les hôpitaux, les morgues, les centres de détention et les registres improvisés dans la capitale détruite. En même temps, le NKVD soviétique exécuta sa propre chasse, mais sans partager les résultats. Dès le départ, le scénario fut confus. Berlin était pleine de cadavres non identifiés, de documents brûlés, d'uniformes échangés et de témoins mélangeant mémoire et panique.
Les premiers indices pointèrent dans des directions opposées. Certains prisonniers allemands assurèrent aux enquêteurs américains que Müller était apparu mort près de la chancellerie. D'autres soutinrent que des troupes soviétiques l'avaient capturé et emmené hors de la ville. Rien ne put être confirmé. La chasse se compliqua à cause d'un détail presque absurde. Heinrich Müller était un nom commun, et les occupants trouvèrent plusieurs hommes portant ce même nom lors d'interrogatoires et dans les listes d'après-guerre. Le propre rapport historique des National Archives sur le dossier de la CIA admit que les forces d'occupation se retrouvèrent face à de nombreux Heinrich Müller. Différents, et pourtant le verdict opérationnel de la War Room du contre-espionnage fut catégorique. Le Gestapo Müller n'avait pas été localisé. Même avec ce manque de certitude, la recherche ne s'arrêta pas. Le contre-espionnage américain suivit des pistes concrètes. Il reçut des informations selon lesquelles Müller avait utilisé un faux nom, Schwartz ou Schwarzer, et qu'il avait tenté de quitter Berlin vers le sud avec son spécialiste radio Christian A. Scholz. Ils ne trouvèrent aucune trace vérifiable. En 1947, les Britanniques et les Américains perquisitionnèrent 2 fois la maison d'Anna Schmid, la maîtresse de guerre de Müller, à la recherche de signes de vie, de correspondance ou de contact. Ils ne trouvèrent rien qui prouvât qu'il était encore vivant. Avec le début officiel de la guerre froide, cette absence de preuves se transforma en présomption pratique. À Washington, l'idée s'installa que Müller était probablement mort dans le chaos final de Berlin. Mais le mystère refit surface avec force en 1960, lorsqu'Israël captura Adolf Eichmann en Argentine. Si Eichmann avait échappé, alors Müller pouvait aussi l'avoir fait. Ce tournant obligea la République fédérale d'Allemagne à rouvrir des lignes d'enquête. Les autorités allemandes ordonnèrent une surveillance des membres de la famille de Müller à Munich et des personnes liées à son entourage, et en 1961 demandèrent la coopération des forces d'occupation pour élargir l'observation. Dans cette même enquête, Schmid déclara qu'elle ne l'avait pas vu après le 24 avril 1945, lorsqu'il lui remit un flacon de poison avant de disparaître. Parallèlement, les Allemands de l'Ouest tentèrent quelque chose de plus concret, trouver un corps. Ils réunirent des témoignages et poursuivirent 3 grandes pistes. La première vint de Fritz Leopold, un fonctionnaire de la morgue qui déclara en 1945 que le cadavre de Müller avait été transféré de la zone du RSHA à un cimetière municipal pour une nouvelle inhumation. Léopold sembla ensuite peu fiable, mais ce qui était frappant, c'est que la sépulture fut enregistrée et qu'une pierre tombale apparut même avec une inscription le déclarant mort en mai 1945. La deuxième piste vint de Heinz Panwitz, un ancien subordonné, qui raconta que des interrogateurs soviétiques lui avaient dit « Ton chef est mort » et que le corps avait été retrouvé dans un tunnel ou un puits souterrain près de la chancellerie avec une balle et des documents intacts. La troisième version fut la plus concrète et la plus polémique. Walter Lüders, un membre du Volkssturm, affirma que son groupe d'inhumation avait trouvé un corps portant l'uniforme d'un général SS dans le jardin de la chancellerie et que les papiers étaient ceux de Müller. Selon lui, il l'avait enterré dans une fosse commune de l'ancien cimetière juif de la Großhamburger Straße, déjà dans le secteur soviétique. En 1955, même le Bureau allemand d'information sur les pertes WAST reçut une confirmation administrative que Müller avait été enterré là en 1945, bien que le caractère de fosse commune empêchait d'identifier une parcelle individuelle. L'enquête sur le corps buta sur des limites pratiques et politiques. En septembre 1963, les autorités exhumèrent la tombe de Lilienthalstrasse et le résultat fut dévastateur pour cette hypothèse. La sépulture contenait les restes de 3 personnes différentes, aucune d'elles n'étant Müller, et le crâne appartenait à un homme environ 10 ans plus jeune. Les Allemands de l'Ouest ne purent vérifier ni la version soviétique de Panwitz, ni l'histoire de Lüders, car le lieu présumé d'inhumation de Großhamburger Straße se trouvait de l'autre côté du mur de Berlin. Pour couronner le tout, un autre énigme apparut. La WAST rendit en 1958 à la famille des papiers et décorations attribués à Müller, objet que Lüders disait avoir vu sur le corps, bien que ni Léopold ni Lüder n'aient mentionné avoir trouvé de médaille. Personne n'en vérifia sérieusement l'authenticité. Pendant que l'Occident cherchait un cadavre, le renseignement poursuivait une autre obsession, la possibilité que les Soviétiques l'aient utilisé.
Le résumé des National Archives sur le dossier de la CIA décrivit que l'agence, en 1970, lança une enquête interne pour décider entre deux scénarios, mort à Berlin ou survie avec des archives clés entre les mains des Soviétiques. Le déclencheur lointain fut encore Eichmann, car sa capture réactiva des rumeurs qui circulaient jusque-là comme folklore. En 1960, un déserteur du service de renseignement polonais, que les auteurs du rapport identifièrent comme presque certainement Michal Goleniewski, apporta une information de seconde main. Ses supérieurs soviétiques lui avaient dit qu'ils avaient recruté le Gestapo Müller en 1945. Plus tard, le même Goleniewski raconta qu'il avait entendu que les soviétiques l'avaient récupéré entre 1950 et 1952 et l'avaient emmené à Moscou. La CIA tente de retracer les noms associés à cette version et trouva des fragments de corroboration partielle, bien que les preuves restassent indirectes. À ce stade, l'affaire se mêla à un phénomène typique de la guerre froide, la désinformation. La CIA, avec son personnel de contre-espionnage, conclut qu'il existait de forts indices, mais sans preuves, de collaboration avec le KGB et, en même temps, de forts indices, mais sans preuve, que Müller était mort à Berlin ou peu après. Deux hypothèses opposées, toutes deux plausibles, aucune fermée. Cette ambiguïté expliqua pourquoi le dossier devint une sorte de manuel interne sur les enquêtes longues qui ne se terminent jamais. Dans les années 60, le mystère se dégrada en une chaîne de rumeurs internationales. Tchécoslovaquie, Albanie, Turquie, Afrique du Sud, puis Amérique du Sud. En 1967, une fausse observation produisit un épisode presque grotesque. Les autorités arrêtèrent au Panama un homme nommé Francis Keith, suspecté d'être Müller, et le libérèrent lorsqu'un contrôle des empreintes digitales démontra que ce n'était pas lui. La documentation historique des National Archives mentionna l'incident, et la presse de l'époque relata comment l'Allemagne de l'Ouest demanda son arrestation après avoir reçu des photos et un échantillon d'écriture qui l'identifièrent. Le dossier officiel, cependant, finit par imposer une idée centrale. La trace solide n'est jamais apparue. En 2001, les États-Unis publièrent le dossier de la CIA sur Müller dans le cadre de mécanismes d'ouverture de l'information, et le rapport des National Archives accompagnant cette publication fut catégorique sur un point. La CIA et ses prédécesseurs n'ont jamais su où se trouvait Müller à aucun moment après la guerre. En d'autres termes, la CIA n'a jamais été en contact avec le chef de la Gestapo.